Bonjour les Itata, heureux de vous retrouver pour cette émission Coutez ça. Nous allons parler d'Europe aujourd'hui avec un ancien député européen. Bonjour Max Orville. Bonjour Jean-Marc, bonjour à nos téléspectateurs des Itata. Alors vous avez été député européen de mai 2022 à juillet 2024. Vous aviez accédé au Parlement européen au moment où la titulaire du poste avait été nommée ministre. Vous avez siégé au sein du groupe Renew. Vous n'avez pas été réélu lors de ces fameuses élections européennes de juillet 2024 qui ont conduit à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Vous êtes aussi membre actif du mouvement démocrate, cher à François Bayrou, actuel Premier ministre. Vous avez suivi forcément son discours de politique générale d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bon, moi je l'ai trouvé très bon sur le fond, ça n'étonnera personne puisque je suis membre du MoDem. Donc je me fie plutôt à vos collègues journalistes qui ont trouvé ce discours tout à fait authentique, sincère et de bonne facture. Alors bien évidemment, les différents partis à l'Assemblée ont forcément des avis contrastés, mais je crois qu'il a posé les vrais problèmes et tenté de réconcilier tout le monde autour d'une idée, celle du compromis. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et on ne peut plus gouverner par la loi du plus fort. Il faut donc y opposer la loi du plus juste. Et c'est ce qu'il tente de faire. Et nous verrons s'il y parviendra. Mais je suis confiant. On sait que c'est quelqu'un qui est très proche de l'outre-mer. Il y a eu un petit raté au début, après le passage du cyclone Chido sur Mayotte. Il a parlé d'un plan de développement pour l'outre-mer. Ça fait longtemps qu'on nous en parle de ce plan de développement. Vous êtes confiant sur ses possibilités malgré le contexte budgétaire? Le contexte est compliqué, mais l'outre-mer fait partie intégrante de la République. Mayotte, comme vous l'avez dit, a été sinistré considérablement. Et j'ai envie de dire très clairement que tout l'outre-mer est sinistré. Ouais. Et je ne cesse de le lui dire, de le répéter. J'aurai un rendez-vous la semaine prochaine à Matignon. Donc, de toute façon, je continue, puisque je suis référent MoDem au bureau exécutif du mouvement démocrate. Donc, la question des Outre-mer m'intéresse et j'y travaille. Pour une meilleure reconnaissance des ultramarins, je milite notamment pour que nous ayons des responsables des services déconcentrés de l'État dans tous les Outre-mer qui soient des ultramarins, parce que c'est aussi une manière de rapprocher la population du pouvoir exécutif. Ouais. On reparle dans un instant de l'Europe et des Outre-mer, mais revenons à vos 2 ans et 2 mois de mandat au Parlement européen. Qu'est-ce que vous en retenez ? J'ai beaucoup travaillé, je crois, pour faire reconnaître l'outre-mer. Une certaine satisfaction parce que les gens qui me rencontrent déplorent que je n'y sois plus. Beaucoup de choses que j'ai tenté de mettre en place, par exemple sur la question de la vie chère. J'avais proposé la question des zones franches sociales, qui malheureusement n'a pas été repris par nos parlementaires locaux, mais qui réapparaît là parce qu'au sein de la loi Mayotte, on a introduit une question de zone franche. Oui. Donc, c'était une alternative à la vie chère, je la rappelle très brièvement. Je militais pour une exonération des charges patronales et une exonération des charges salariales, c'est-à-dire que le salaire brut devient le salaire net. Cela permettrait d'avoir une augmentation de 20% du pouvoir d'achat et en même temps, je demandais aux entreprises, avec cette exonération, d'embaucher davantage. Oui. Est-ce que vous avez véritablement ressenti un intérêt pour l'outre-mer et au-delà pour les régions ultrapériphériques, c'est comme ça qu'on nous appelle au sein de l'Europe, de la part du Parlement européen, donc des députés européens? De la part des députés européens, nous sommes un petit groupe de lobbyistes, parce qu'en fait nous sommes 8, peut-être 7 maintenant, sur plus de 700 députés, mais je n'ai rencontré aucune hostilité lorsque je faisais valoir nos handicaps structurels et comment on pouvait travailler. Donc oui, on continue. Et puis maintenant au Parlement européen, nous avons un vice-président réunionnais en la personne de Younous Omarjee. Vous voyez bien qu'il n'est pas de ma couleur politique, mais nous travaillons très bien. Il est membre de la France Insoumise. Il est membre de la France Insoumise, donc c'est absolument pas ma voix, mais Younous est un homme tout à fait respectable et sur la question des Outre-mer, nos objectifs sont convergents.
Alors, après juillet 2022, vous avez continué à travailler pour le Parlement européen. Dans quel contexte? Je suis rémunéré par le Parlement européen jusqu'à ce mois-ci, c'est-à-dire 6 mois, mais je travaille au sein du Parti démocrate européen et notamment toujours sur les questions ultramarines. Je suis en Martinique là parce que j'ai accompagné un ancien ministre italien chargé, Sandro Gozzi, qui est venu prendre le pouls des régions ultrapériphériques. Qui est lui député européen au sein du même groupe. Du même groupe que moi, nous avons travaillé ensemble et qui va reprendre un petit peu mes sujets. Donc l'éclairer, permettre à d'autres députés européens de venir prendre le pouls, c'est quelque chose de central. Et d'ailleurs, à l'issue de sa visite, je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons décidé qu'au mois de mai prochain, nous tiendrons un colloque au sein du Parlement européen sur la question du tourisme et nous allons convier tous les acteurs du tourisme de toutes les régions d'outre-mer françaises, espagnoles et portugaises pour y voir les atouts, les handicaps, les inconvénients et voir ainsi, ils rencontreront le commissaire européen, le ministre vraisemblablement des Outre-mer, de manière à ce qu'il y ait une synergie et qu'on puisse travailler tous ensemble. Sandro Gozzi était donc, vous l'avez dit, en Martinique, ancien ministre, ancien député italien, député européen, aujourd'hui membre du Parti démocrate européen. Exact, secrétaire général, dont le président est François Bayrou. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il retient? Quel regard porte ce député italien, qui est très proche de la France, donc il connaît effectivement les Outre-mer français? Quel regard il porte sur notre situation aujourd'hui en Martinique? Eh bien, écoutez, il a bien compris le côté préoccupant de la question de la vie chère. Il a bien compris les problèmes d'environnement, puisqu'il a aussi rencontré de l'ensemble des acteurs économiques qu'il a vus. Et son intérêt est croissant, parce que là, il est en Martinique, je l'accompagnerai à La Réunion, il ira en Guadeloupe avec moi également. Donc, son intérêt est tout à fait remarquable, et il a un avantage. Ancien ministre des Affaires européennes, il connaît toutes les institutions qu'il a pratiquées. Il était le collaborateur de Romano Prodi à la tête de la Commission. Il a siégé au Conseil comme ministre, etc. Et j'ai en lui un partenaire et un ami fiable pour faire avancer toutes les questions ultramarines à l'Europe. Notamment, on a pu lui montrer aussi les incongruités du système européen. Par exemple, les inadaptations des normes. Vous l'avez dit, vous avez été particulièrement attaché au dossier de la vie chère quand vous étiez au Parlement européen. On le voit depuis le mois de septembre. Il y a d'abord eu un mouvement tout à fait légitime contre la vie chère, mais qui a aussi ravivé à la fois le malaise, le mal-être social, mais un certain nombre de fractures sociétales et économiques très fortes. Comment en sortir? Moi, je milite, j'ai envie de dire, c'est la méthode Bayrou. Moi, je l'ai écrit en septembre. Je milite pour une réconciliation de nous-mêmes. La Martinique est plurielle en termes pas d'identité, mais sociologiquement. Nous avons les Békés, nous avons des Nègres, nous avons des Indiens, nous avons tout. Et il va falloir qu'on arrive à travailler ensemble, tant que nous ne parviendrons pas à travailler ensemble. Parce que la question de la vie chère, mon sentiment, c'est qu'elle a dérapé sur le fait qu'il y a une minorité qui tienne les rênes économiques. Et il y a eu aussi un contexte anti-blanc, on l'a entendu. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se perde. Et que si on veut réussir, c'est tous ensemble. Et j'aime à répéter cette formule de l'écriture, un pays divisé contre lui-même est un pays qui ne réussira pas. Donc moi je crois fortement dans notre capacité de réconciliation, mais de part et d'autre, il va falloir faire un pas. Cette crise de la vie chère est réelle, elle est inacceptable. Bon, il y a des enjeux économiques, il y a des contraintes économiques, et de la même manière, j'en informe le gouvernement pour qu'on trouve au niveau de l'État des solutions, mais je crois que le problème numéro un, c'est de nous réconcilier, nous. Vous avez utilisé à l'instant le mot nègre et le mot béquet. Ça veut dire que vous les assumez. Malgré tout, on sent bien le poids de cette question raciale chez nous. Mais c'est bien ça. Je n'oublie rien de notre histoire personnelle. Je n'oublie rien de nos combats. C'est pas d'aujourd'hui que ce combat existe. Si Aimé Césaire, en son temps, avait planté l'arbre de la réconciliation à l'habitation Clément, et pour en avoir échangé un petit peu avec lui, il assumait parfaitement le fait des nègres, et il assumait parfaitement le fait qu'il y ait un béquet. Et alors, comme il disait,
Est-ce qu'on veut aller travailler ensemble? Et aujourd'hui, on peut avoir le sentiment, avec l'affaire de la chlordécone, avec un certain nombre de choses, il y a des tensions, il y a un certain nombre de crispations, mais on y arrivera, pour moi, par le dialogue et par l'effort de vouloir être ensemble. Et ça, il faut qu'on y arrive, et peut-être que l'ensemble des élus devrait, c'est mon sentiment, contribuer à réconcilier de part et d'autre. Un certain nombre d'enquêtes, de documents ont circulé ces derniers jours sur la toute-puissance économique, entre autres des Békés, sur le fait qu'en réalité, les puissants économiquement en Martinique et Outre-mer faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui arriver à rééquilibrer les forces? Je pense que le gouvernement, là aussi ce sera quelque chose, Victorin Lurel avait fait une loi sur l'égalité réelle, qui malheureusement peut-être n'a pas été jusqu'à son terme. Peut-être qu'il faut effectivement renforcer les pouvoirs des autorités de la concurrence. Peut-être qu'il faut mieux communiquer. Il y a beaucoup de choses à faire pour sortir du sentiment et aller dans la réalité. Ça ne veut pas dire que les sentiments sont toujours négatifs, ou etc. Mais je crois l'heure est venue, encore une fois, de tout mettre sur la table et de repenser un dialogue fructueux. Parce qu'il n'y a pas même qu'avec les Békés. J'ai rencontré avec Sandro Gozzi, vous l'avez dit, mais tous les acteurs économiques. Mais tout le monde est unanime pour dire qu'ils ont le sentiment d'être un petit peu la partie, comment dirais-je, mise sur les côtés au profit du social. Et c'est vrai qu'il faut faire du social, mais il faut se dire aussi que si on veut développer un pays, il faut permettre à ces acteurs économiques de se développer. Vous l'avez dit, vous êtes le référent du MODEM pour l'Outre-mer. On l'a vu aussi, vous œuvrez encore au sein du Parlement européen, avec notamment vos amis du groupe Renew et Sandro Gozzi. La Nouvelle-Calédonie, c'est malheureusement un problème récurrent depuis plus de 30 ans maintenant. On voit que Mayotte est aujourd'hui complètement sinistrée et c'est un pays extrêmement pauvre. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, elles aussi traversent des difficultés importantes. On n'oublie pas la Réunion, bien entendu, et Saint-Pierre-et-Miquelon. Manuel Valls vient d'être nommé ministre des Outre-mer, ministre d'État, ce qui lui confère, je dirais, aujourd'hui un certain statut. Est-ce qu'il a le bon profil? Écoutez, je pense que la personnalité de Manuel Valls, personnalité peut-être controversée à gauche, est quand même intéressante pour nous les Outre-mer. Pour la première fois, nous avons, depuis bien longtemps, un ministère des Outre-mer dans la hiérarchie de l'État, qui est troisième. Il est ministre d'État, il a été ancien Premier ministre. Je vois mal Manuel Valls prendre son téléphone et appeler un de ses collègues du gouvernement et être traité comme avant. Bon, deuxièmement, le Premier ministre a voulu ainsi montrer que pour les Outre-mer qui sont en difficulté, j'y mets une personnalité d'expérience, une personnalité de gauche, sachant que tout l'Outre-mer est globalement à gauche, de manière à pouvoir dialoguer et avancer. Donc de ce point de vue, je trouve que la lumière est intéressante. Je vous ai parlé tout à l'heure de la question des zones franches, proposition de François Bayrou depuis 2007. Je souhaite et je milite pour que tout l'Outre-mer soit en zone franche, peut-être de manière expérimentale, mais pour relancer toute cette machine. Les 2 millions d'ultramarins en ont bien besoin. On termine en reparlant du tourisme, puisque vous accompagné Sandro Gozzi sur ce projet en fait d'organiser un colloque globalement à Bruxelles autour des régions ultrapériphériques et du tourisme plus particulièrement. Quel regard portez-vous sur le tourisme chez nous? On a eu l'impression à un moment donné avec le retour de la croisière qu'on était sur la bonne voie. Aujourd'hui, on voit que des hôtels malheureusement périclitent, beaucoup ne sont plus aux normes. On a beaucoup de mal aujourd'hui à développer une véritable activité autour du tourisme. Que faire? Vous l'avez dit, le secteur est sinistré. Le secteur est sinistré, c'est la raison pour laquelle déjà nous faisons ce colloque. Afin de pouvoir avoir, les acteurs économiques m'ont promis un rapport, une sorte de livre blanc qui va nous permettre de pouvoir faire des diagnostics. Regardez ce qui se passe ailleurs, parce que si vous allez aux Canaries, les Canaries c'est plus petit que la Martinique notamment,
Et ces 2 aéroports internationaux, c'est des autoroutes de fois 4 voies, bref, la fibre partout et de nombreux hôtels. Donc oui, j'arrive ici, Sandro Gozzi, on cherchait désespérément un hôtel susceptible de pouvoir l'accueillir correctement. Donc oui, c'est un secteur sinistré, mais c'est un secteur important pour nous de la Caraïbe. Et il va falloir aussi que les acteurs politiques s'emparent de ce sujet sans idéologie excessive. Merci beaucoup Max Orville, ancien député européen, mais toujours, on l'a vu, très actif au sein du Parlement européen et puis également dans le cadre du MODEM. On suivra attentivement les travaux que vous nous annoncez et on espère qu'effectivement ils déboucheront sur de nouveaux horizons, sans jeu de mots, pour l'outre-mer et pour les régions ultrapériphériques. Merci à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur les antennes de Zitata. Bonne journée, bonne soirée.